Elle s'est mariée avec lui pour l'argent, mais lorsqu'elle a découvert son identité secrète, elle a été sous le choc. Bienvenue, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et maintenant, passons à l'histoire. Le soleil se couchait sur Paris, peignant le ciel de teintes orangées qui se reflétaient sur les eaux paisibles de la Seine. Élise Mercier observait ce spectacle depuis le petit balcon de son appartement modeste dans le Marais, un verre de vin rouge à la main. À 32 ans, elle contemplait les tours de Notre-Dame à l'horizon, témoin silencieux de sa vie qui stagnait malgré ses ambitions. Le parfum des marrons chauds montait de la rue pavée en contrebas, se mêlant à l'odeur des vieilles poutres de son immeuble haussmannien. Dans l'appartement, les piles de factures impayées contrastaient avec l'élégance désuète des meubles hérités de sa grand-mère. Élise porta le vin à ses lèvres, savourant l'amertume qui reflétait si bien sa situation actuelle. Mademoiselle Mercier, la voix de sa voisine âgée l'attira de sa rêverie. Un coursier a laissé ceci pour vous. Élise prit l'enveloppe crème, fronçant les sourcils devant le papier épais et le sceau en cire dorée. À l'intérieur, une invitation calligraphiée à l'encre noire. La Galerie Laurent a l'honneur de vous convier à l'exposition privée des œuvres de Henri Valmont, le 15 mai à 19 h, tenue de soirée exigée. Ses doigts tremblèrent légèrement. Henri Valmont, le collectionneur d'art le plus influent de France, un homme aussi riche que mystérieux. Comment connaissait-il son existence? Conservatrice adjointe dans un petit musée parisien, Élise n'avait jamais fréquenté les cercles où évoluait Valmont. Au verso de l'invitation, quelques mots manuscrits. J'ai remarqué votre article sur l'art baroque français. Venez, j'ai une proposition qui pourrait vous intéresser. Élise s'assit lourdement sur son fauteuil usé. Cet article, publié dans une revue confidentielle, avait été son dernier espoir de reconnaissance. Personne ne l'avait commenté jusqu'à maintenant. Le lendemain, dans l'atmosphère feutrée du musée où elle travaillait, son directeur l'appela dans son bureau. Le visage grave, il lui tendit une lettre. « Je regrette, Élise, mais nous devons réduire notre personnel. Votre poste sera supprimé à la fin du mois. » Les mots résonnèrent dans sa tête, accompagnés du tic-tac régulier de l'horloge murale. 6 ans de dévouement, de salaire modeste accepté pour la passion de l'art, balayé en quelques secondes. Les subventions diminuent, vous comprenez? Vous êtes brillante, mais la dernière arrivée, c'est la règle. Elle acquiesça mécaniquement, serrant la lettre de licenciement entre ses doigts. Dans la salle d'exposition, elle passa devant les tableaux qu'elle avait méticuleusement étudiés et présentés, chacun d'eux témoin silencieux de ses rêves qui s'effondraient. Ce soir-là, Élise hésita longtemps devant sa garde-robe limitée. L'invitation de Valmont semblait désormais moins une curiosité qu'une bouée de sauvetage. Elle emprunta une robe noire à sa cousine, simple mais élégante, et dépensa ses dernières économies pour faire coiffer ses cheveux châtains. « Tu ressembles à maman », murmura-t-elle à son reflet, touchant le pendentif art nouveau que sa mère lui avait légué avant de mourir d'un cancer 3 ans plus tôt. « J'aurais aimé que tu vois où j'en suis. » La Galerie Laurent, située dans le 8e arrondissement, était un bâtiment imposant aux colonnes de marbre. Élise présenta son invitation, le cœur battant, avant de pénétrer dans un monde qui lui semblait appartenir à une autre dimension. Des lustres en cristal illuminaient des salles où l'élite parisienne déambulait entre les œuvres d'art. Des serveurs en livrée offraient du champagne millésimé dans des flûtes étincelantes. Élise se sentait terriblement déplacée, comme une intruse dans ce temple de luxe et de privilèges. « Mademoiselle Mercier, je présume ?» La voix grave la fit sursauter. Elle se retourna pour faire face à un homme d'une 50aine d'années, grand et distingué, aux yeux gris perçants qui semblaient dire en elle. « Monsieur Valmont, » répondit-elle, tentant de masquer sa nervosité. « Appelez-moi Henri, je vous prie. Venez, j'aimerais vous montrer quelque chose. » Il la guida à travers la foule qui écartait respectueusement sur son passage. Dans une salle isolée, loin des regards indiscrets, il déverrouilla une porte dissimulée derrière une tapisserie. « Peu de personnes ont le privilège d'entrer ici, » dit-il, en l'invitant à le suivre. La pièce secrète abritait une collection époustouflante de tableaux baroques.
Élise retint son souffle en reconnaissant des œuvres qu'elle croyait perdues ou détruites pendant les guerres. « Comment est-ce possible ?» murmura-t-elle, s'approchant d'un vouet dont l'existence haine était mentionnée que dans des archives poussiéreuses. « La richesse ouvre bien des portes, Élise. Ces œuvres ont été acquises discrètement. » Le sous-entendu était clair. Ces tableaux avaient été obtenus par des moyens possiblement illégaux. « Et pourquoi me montrer cela ?» demanda-t-elle, soudain consciente du danger potentiel de cette situation. « Parce que j'ai besoin de quelqu'un qui comprend véritablement ces œuvres, quelqu'un qui pourrait les authentifier officiellement, les documenter, les légitimer. » Il lui tendit une coupe de champagne et s'approcha d'elle, trop près. « J'offre 5 fois votre salaire actuel. Un appartement dans le 16e, et la possibilité de travailler avec des chefs d'œuvre que personne n'a vus depuis des siècles. » Élise sentit son cœur s'emballer. Était tout ce dont elle avait rêvé. La reconnaissance professionnelle, la sécurité financière, l'accès à des trésors artistiques inestimables. « Et si je refuse ?» demanda-t-elle, la gorge serrée. Le sourire de Valmont s'effaça légèrement. « Alors vous retournerez à votre vie. Mais réfléchissez bien, votre musée ferme plusieurs départements, n'est-ce pas? Votre poste est déjà condamné. Comment pouvait-il savoir cela? L'annonce n'avait pas encore été rendue publique. Je vous laisse jusqu'à demain soir pour me donner votre réponse, conclut-il en lui tendant une carte avec un numéro de téléphone. Mais sachez une chose, Élise, dans notre monde, les opportunités comme celle-ci ne se présentent qu'une fois. Alors qu'elle quittait la galerie, la pluie parisienne commença à tomber, alourdissant sa robe empruntée et diluant son maquillage soigné. Debout sous un réverbère, elle contempla la carte de Valmont, déchirée entre ses principes éthiques et la tentation d'une vie meilleure. Son téléphone vibra. Un message de sa propriétaire. Dernier appel pour le loyer en retard. Délai final, 48 heures. Élise serra la carte contre sa poitrine. Demain, elle devrait choisir entre sa conscience et sa survie. La décision Élise fut prise avant même que les premières lueurs de l'aube ne touchent les toits de Paris. Le corps lourd et l'esprit troublé, elle composa le numéro inscrit sur la carte de Valmont. Sa voix tremblait légèrement lorsqu'elle prononça ces mots qui allaient changer sa vie. « J'accepte votre proposition, monsieur Valmont. » 3 semaines plus tard, Élise contemplait son reflet dans les fenêtres d'un train filant vers Bordeaux. Le paysage français défilait, allégorie parfaite de sa vie qui basculait à toute vitesse. Elle avait quitté son modeste appartement parisien pour emménager temporairement dans un luxueux hôtel particulier du 16e arrondissement, propriété de Valmont, bien entendu, le temps que sa nouvelle résidence bordelaise soit préparée. « Vous travaillerez dans mon domaine viticole », lui avait expliqué Valmont lors de leur 2e rencontre. Un château du XVIIIe siècle avec une aile spécialement aménagée pour abriter ma collection privée. Loin des regards indiscrets, le train serpentait maintenant entre les vignobles verdoyants. Élise ferma les yeux, sentant le poids du pendentif de sa mère contre sa poitrine. Qu'aurait pensé Claudine Mercier de sa fille, qui venait de vendre son intégrité professionnelle pour un confort matériel? « Mademoiselle, nous arrivons dans 10 minutes, annonça le contrôleur, interrompant ses pensées tourmentées. À la gare Saint-Jean, une élégante Citroën noire l'attendait, conduite par un chauffeur en uniforme qui se présenta sous le nom de Laurent. « Monsieur Valmont m'a chargé de vous conduire au domaine, mademoiselle Mercier. Le trajet durera environ 40 minutes. » Le véhicule quitta la ville pour s'enfoncer dans le cœur du vignoble bordelais. Élise observait les rangées parfaites de vignes, ponctuées çà et là de châteaux majestueux aux toits d'ardoise. Après avoir passé un imposant portail en fer forgé, la voiture s'engagea dans une allée bordée de platanes centenaires avant de s'arrêter devant une bâtisse impressionnante aux pierres dorées par le soleil. « Bienvenue au Château des Ombres, mademoiselle », annonça Laurent. Le nom lui sembla étrangement approprié à sa situation. Valmont l'attendait sur le perron, vêtu avec une élégance décontractée qui soulignait sa silhouette athlétique pour un homme de son âge. « Élise, enfin, j'espère que votre voyage s'est bien passé. » Il lui prit la main pour y déposer un baiser, geste à la fois courtois et désuet qui la mit étrangement mal à l'aise. « Venez,
Je vais vous faire visiter votre nouveau royaume. » Le château était un chef-d'œuvre architectural mêlant l'opulence du XVIIIe siècle aux conforts les plus modernes. Dans l'aile est, Valmont ouvrit une porte massive donnant sur une galerie privée qui coupa le souffle des Élise. Des dizaines d'œuvres baroques étaient exposées dans des conditions muséales parfaites. Température contrôlée, éclairage adapté, système de sécurité discret mais omniprésent. « Voici votre bureau », dit-il en désignant une pièce attenante équipée d'un matériel high-tech pour l'analyse des œuvres. « Et là, votre appartement privé. J'ai pris la liberté de faire installer une bibliothèque avec tous les ouvrages de référence dont vous pourriez avoir besoin. » Tout était parfait, presque trop parfait. Élise se sentait comme une princesse emprisonnée dans une cage dorée. « Quand commençons-nous » demanda-t-elle, désireuse de se plonger dans le travail pour étouffer sa culpabilité. « Dès demain. Ce soir, reposez-vous. Nous dînerons ensemble à 20 heures. » Les jours suivants établirent une routine à la fois stimulante et troublante. Élise passait ses journées à examiner, cataloguer et documenter des œuvres dont l'existence bouleversait l'histoire de l'art telle qu'elle la connaissait. Le soir, elle dînait avec Valmont, savourant des vins d'exception et des mets raffinés préparés par son chef personnel. Au fil des conversations, elle découvrit un homme cultivé, passionné et charismatique, mais aussi énigmatique. Valmont éludait systématiquement les questions sur la provenance de ses tableaux ou sur la façon dont il avait bâti sa fortune. Un mois passa ainsi, dans une bulle luxueuse et isolée. Élise commençait presque à oublier ses scrupules moraux quand l'incident se produisit. Ce matin-là, elle avait décidé d'explorer une section de la galerie qu'elle n'avait pas encore étudiée en détail. En déplaçant un Rubens pour mieux l'examiner, elle découvrit une porte discrète dissimulée derrière le tableau. Curieuse, elle tenta de l'ouvrir, mais celle-ci était verrouillée. Elle nota cependant que la serrure semblait correspondre à la clé antique qu'elle avait remarquée dans le bureau de Valmont lors de leurs entretiens. Cette découverte l'obsédait encore lorsqu'elle fut interrompue par l'arrivée inattendue de visiteurs. Depuis son bureau, elle entendit des voix masculines s'exprimant en russe dans la galerie principale. « Je ne savais pas que M. Valmont attendait des invités », chuchota-t-elle à Madame Leblanc, la gouvernante. « Ce ne sont pas des invités, mademoiselle, » répondit la femme avec un regard fuyant. « Ce sont des associés. Monsieur Valmont préfère que vous restiez dans vos appartements pendant leur visite. » Intriguée et légèrement inquiète, Élise obéit, mais laissa sa porte entr'ouverte. Elle aperçut 3 hommes aux allures de businessmen escortés par Valmont vers une partie du château qu'elle n'avait jamais visitée. Ce soir-là, durant le dîner, elle tenta d'aborder le sujet. « Vous avez reçu des visiteurs aujourd'hui. » Valmont se raidit imperceptiblement. « De simples relations d'affaires. Rien d'intéressant pour une historienne de l'art comme vous. Des Russes, n'est-ce pas ? Je pensais que les sanctions économiques rendaient les affaires avec la Russie compliquées ces temps-ci. » Un silence pesant s'installa. Valmont posa sa fourchette et la fixa intensément. « Élise, vous êtes ici pour votre expertise artistique, pas pour vous mêler de mes autres activités. Est-ce clair ?» La menace voilée dans sa voix la fit frissonner. Pour la première fois, elle entrevit une facette plus sombre de son employeur. Cette nuit-là, incapable de dormir, elle prit une décision risquée. Profitant de l'absence de Valmont, parti à Bordeaux pour une réception, elle se faufila dans son bureau et s'empara de la mystérieuse clé. Le cœur battant à tout rompre, elle retourna à la porte cachée et l'ouvrit. Un escalier étroit descendait vers les entrailles du château. Armée de la lampe de son téléphone, elle s'y engagea. La cave voûtée dans laquelle elle déboucha n'avait rien à voir avec un chai traditionnel. Des caisses métalliques étaient empilées contre les murs, marquées de symboles cyrilliques. Sur une table centrale, des documents éparpillés attirèrent son attention. Malgré ses connaissances limitées en russe, elle reconnut des plans d'armes, des coordonnées GPS et ce qui ressemblait à des contrats. Un dossier particulier portait son nom. En l'ouvrant, elle découvrit avec horreur toute sa vie documentée, ses études, ses emplois,
sa situation financière précaire, les rapports médicaux de sa mère décédée, même ses relations amoureuses passées. Plus troublante encore, des photos d'elle prises à son insu dans Paris, datant de plusieurs mois avant leur première rencontre. Je vois que la curiosité l'a emporté sur la prudence. La voix glaciale la fit sursauter violemment. Valmont se tenait dans l'embrasure de la porte, son visage habituellement avenant désormais durci par la colère. « Qui êtes-vous réellement ?» balbutia Élise, reculant instinctivement. « Celui que j'ai toujours été, un homme d'affaires, polyvalent. » Il s'avança vers elle d'un pas mesuré. « La question est plutôt, qui êtes-vous, Élise Mercier, une simple historienne de l'art, ou quelqu'un qui fourre son nez là où elle ne devrait pas? Ces armes? Vous êtes un trafiquant d'armes, murmura-t-elle, comprenant soudain l'ampleur de sa situation. Et l'art, une façade, un moyen de blanchir de l'argent. Valmont sourit, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. L'art n'est jamais une façade pour moi. C'est une passion authentique, comme vous. La dernière phrase, prononcée d'une voix plus douce, la déstabilisa davantage que sa colère. Je ne comprends pas. Non? Pourtant, c'est simple. Je vous observe depuis longtemps, Élise. Votre talent, votre intégrité, jusqu'à ce moment de faiblesse où vous avez accepté mon offre. J'avais besoin de quelqu'un comme vous, compétent, mais aussi vulnérable. Un bruit de moteur au dehors interrompit leur confrontation. Valmont consulta sa montre. Mes associés reviennent plus tôt que prévu. Ils n'apprécieraient pas de vous trouver ici. Il lui saisit le bras. Vous avez deux options. Soit vous remontez discrètement et faites comme si rien ne s'était passé, soit... Il laissa sa phrase en suspens, mais la menace était claire. Je ne peux pas fermer les yeux sur ça, souffla-t-elle, trouvant un courage qu'elle ne se connaissait pas. Vraiment? Même si je vous dis que votre mère n'est pas morte d'un cancer, mais d'un poison lent administré pour vous rendre vulnérable. Même si je vous révèle que votre licenciement n'était pas dû à des coupes budgétaires, mais à mon intervention. Le monde Élise s'effondra. Quoi? Non, c'est impossible. Rien n'est impossible quand on a les moyens et les contacts appropriés. Des voix et des pas résonnèrent à l'étage. Décidez maintenant, Élise. Les larmes aux yeux, elle fixa l'homme qui avait orchestré sa chute et sa prétendue ascension. L'homme qui prétendait avoir tué sa mère. À cet instant précis, quelque chose se brisa en elle, et quelque chose d'autre, de plus sombre et de plus résolu, prit sa place. « D'accord, » dit-elle d'une voix étrangement calme. « Je remonte, mais ne croyez pas que c'est terminé, Henri. » Pour la première fois, elle vit une lueur d'incertitude traverser le regard de Valmont. Il avait créé un monstre à son image, et tous deux le savaient. Les jours qui suivirent leur confrontation dans la cave furent comme une danse macabre. Élise et Valmont continuaient leur routine en apparence, mais chaque regard, chaque mot échangé était désormais chargé d'une tension palpable. Élise vivait dans un état de vigilance constante. La nuit, elle verrouillait sa porte et glissait une chaise sous la poignée. Le jour, elle cataloguait les œuvres avec une précision mécanique, tout en cherchant frénétiquement un moyen de échapper de cette prison dorée et de faire payer Valmont. Mais comment prouver qu'il avait orchestré la mort de sa mère? Comment dénoncer ses activités illicites sans mettre sa propre vie en danger? Surtout, comment supporter de partager des repas avec l'homme qui avait détruit sa famille? « Vous semblez préoccupé ce soir », remarqua Valmont en lui servant un verre de Château Lafite 1982. Un problème avec les Fragonard? Non, ils sont authentiques, répondit-elle froidement. Je pensais à ma mère. Leurs regards se croisèrent au-dessus de la table en acajou. Ni l'un ni l'autre ne scia. Un sujet douloureux, murmura-t-il, mais nécessaire parfois. Savez-vous pourquoi j'ai choisi votre mère, Élise? La question la frappa comme un coup physique. Elle resta pétrifiée, le verre suspendu à mi-chemin de ses lèvres. Elle avait refusé de vendre un tableau, continua Valmont, imperturbable. Une petite toile sans grande valeur marchande, mais qui était indispensable pour compléter ma collection de Georges de la Tour. Elle s'obstinait à le garder pour vous, disant qu'il faisait partie de votre héritage familial.
Élise revit soudain le petit tableau représentant une femme lisant à la chandelle, accrochée dans la chambre de sa mère jusqu'à sa mort. Ce tableau qu'elle avait vendu pour payer les frais funéraires, ignorant sa véritable valeur. Le marchand d'art qui l'a acheté travaillait pour moi, évidemment. La haine submergea Élise comme une vague brûlante. Elle serra son verre si fort qu'il éclata dans sa main, entaillant sa paume. Le sang goutta sur la nappe immaculée. « Permettez », dit Valmont, en se levant pour s'approcher d'elle avec une serviette. Quand il prit sa main blessée, Élise agit d'instinct. D'un geste fluide, elle saisit le couteau à fromage et le pressa contre la gorge de son bourreau. « Je devrais vous tuer maintenant », siffla-t-elle. « Vous pourriez », concéda-t-il sans reculer. « Mais vous ne le ferez pas. Pourquoi en êtes-vous si sûre ? Parce que vous n'êtes pas comme moi, Élise. C'est ce qui vous rend si fascinante. » Il avait raison, et cette réalisation la déchira. Hélène n'était pas une tueuse. Abaissant lentement le couteau, elle murmura « Qu'attendez-vous de moi, finalement ?» Pour la première fois, Valmont sembla vraiment vulnérable. « Votre pardon serait trop demandé, je suppose. » Un rire amer échappa des lèvres de Élise. « Mon pardon, vous avez tué ma mère, et je vous offre sa vengeance en échange. » Il lui tendit un dossier qu'il avait apporté au dîner. À l'intérieur, des documents détaillant un réseau international de trafic d'armes et de œuvres d'art volées, avec des noms, des dates, des lieux, suffisamment de preuves pour faire tomber un empire criminel. Pourquoi me donneriez-vous cela? Parce que je suis mourant, Élise, cancer du pancréas, stade terminal. 6 mois, tout au plus, une ironie du sort, n'est-ce pas? Le destin avait un sens de l'humour cruel. L'homme qui avait empoisonné sa mère périssait maintenant de l'intérieur. Ces preuves concernent mes associés, pas moi, continua-t-il. Je serai mort avant tout procès, mais eux, ils perdront tout. Et votre collection, ces tableaux volés, ils vous appartiennent désormais. Faites-en ce que votre conscience vous dictera. La proposition était vertigineuse. Justice pour sa mère, liberté pour elle-même, un héritage artistique inestimable. Pourquoi maintenant? Pourquoi moi? Valmont porta sa main blessée à ses lèvres, y déposant un baiser délicat qui laissa une trace de sang sur sa bouche. Parce que j'ai passé ma vie à collectionner des chefs d'œuvre sans jamais rien créer moi-même. Vous êtes mon dernier acte de création, Élise. Ma rédemption, peut-être. 3 mois plus tard, sous une pluie battante, Élise se tenait seule devant une tombe fraîchement creusée au cimetière du Père-Lachaise. Henri Valmont reposait maintenant sous terre, tandis que ses anciens associés languissaient derrière les barreaux grâce aux preuves qu'elle avait transmises à Interpol. La collection avait été restituée au musée et aux propriétaires légitimes, à l'exception d'un seul tableau, le petit Georges de la Tour qui avait coûté la vie à sa mère. Élise déposa une rose rouge sur la pierre tombale et murmura « Je ne vous pardonne pas. Mais je vous remercie de m'avoir rendu à moi-même. » En s'éloignant sous son parapluie noir, elle sentit le poids du pendentif de sa mère contre sa poitrine, accompagné maintenant d'une clé ancienne, celle qui avait ouvert la porte des secrets et, finalement, celle de sa propre libération. Dans la voiture qui l'attendait, un jeune conservateur du Louvre l'accueillit avec un sourire chaleureux. Sa nouvelle vie l'attendait, forgée dans la douleur, mais infiniment plus authentique que la cage dorée qu'elle avait quittée, car certains tableaux ne prennent leur véritable valeur qu'après avoir traversé les flammes, et certains cœurs ne battent pleinement qu'après avoir connu l'obscurité la plus profonde. Cette histoire vous a-t-elle captivé? Abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir chaque semaine une nouvelle aventure haletante dans les méandres de l'âme humaine. Laissez un commentaire avec votre personnage préféré et dites-nous quelle ville française devrait servir de décor à notre prochaine histoire. N'oubliez pas de partager avec les amateurs de mystères et de rebondissements dans votre entourage. À bientôt pour une nouvelle plongée dans les abîmes du cœur humain.